Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à nouveau avec Fred. Salut Fred. Salut. Yes, donc comme d'habitude, toujours des petites FAQ, des espèces de petites réponses à vos questions, les questions qu'on voit le plus souvent. Là, c'est une question qui est revenue quand même assez souvent, surtout par rapport à ton parcours. C'est comment est-ce que tu fais pour enchaîner les immeubles de rapport de manière générale? Comment est-ce que tu fais pour aller vite, pour les enchaîner? En l'espace de 2 ans, tu en as acheté 5 ou 6 immeubles de rapport avec plus d'une quarantaine de lots. Il y a des stratégies à mettre en place qu'on va vous partager dans cette vidéo. Il y en a 10. 10 points qu'on a... 10 points qui sont hyper intéressants et qui sont surtout dans l'ordre chronologique de l'investissement immobilier. Donc le tout premier point qu'on peut voir ensemble, que tu peux nous partager, c'est de travailler son réseau. De travailler son réseau, parce qu'en fait, tu vas vite t'apercevoir que c'est le réseau qui t'apporte les immeubles. Exactement. Donc pour ça que j'en encourage souvent à faire beaucoup de visites. Alors, cibler aussi, hein, bien entendu. Mais bon, si vous ciblez beaucoup les immeubles de rapport, déjà c'est bien parce que vous limitez vos visites. Parce qu'il n'y en a pas forcément beaucoup. Donc voilà. Mais voilà, de maintenir un réseau de connaissances, d'agents immobiliers, de trucs, je sais pas, d'investisseurs, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent vous faire, de marchands, voilà, de notaires. Voilà, les notaires, on n'y pense jamais assez. Allez voir vos notaires. Ça peut vous permettre, voilà, ça va, au début, on a l'impression de perdre pas mal de temps, mais après, ça peut vous avoir un bien avant tout le monde, quoi. Ouais, complètement. Donc, par exemple, pour l'anecdote avec ton immeuble à Agen de 6 appartements, c'est une agent immobilier que je connais. Voilà, tu la connais, mais tu lui as jamais rien acheté. Ça, par contre, tu continues à faire 2 ans que je la connaissais, on faisait quelques visites, on a dû faire 5-6 visites. Mais par contre, le contact, tu vois, truc sympa, même si elle me présentait un truc qui n'était pas forcément dans l'équation, ou que c'était pas dans la renta que j'espérais, je disais jamais, voilà, je disais non, ça me va pas, mais tu vois, toujours courtois. Ça fait partie de ça aussi, quoi. Et dès qu'il y a un projet qui convient pas, n'hésitez pas à argumenter et expliquer, bah voilà, moi je le prends pas par rapport à ça, ça permettra de vous crédibiliser, parce que si demain vous dites rien, vous dites non, ça me plaît pas, et elle va vous lâcher. Voilà, elle va vous lâcher, elle va dire bon, c'est un touriste, il m'a pas, enfin je sais pas pourquoi. Et faites des offres surtout. Ça aussi, ça donne la crédibilité. Même si c'est des offres trop basses. Voilà, vous faites des offres. De toute façon, les agents immobiliers adorent les offres. On peut en parler. On adore les offres, même si elles sont basses, c'est pas grave. On les présente, ça se font dégager, mais l'agent immobilier sait que vous êtes sérieux. Complètement. Donc ça serait mon premier conseil. Donc de travailler son réseau de manière générale, parce que c'est lui qui va vous apporter des affaires. Et si vous avez par exemple, je sais pas, 5 agents immobiliers, bah, potentiellement toute l'année ça peut tourner. Il y en a un qui va vous apporter une affaire en janvier, un autre en février, ainsi de suite. Et après ça peut aller très vite et toi tu as pu enchaîner beaucoup d'immeubles grâce à ça. C'est que pendant un projet avec un certain agent immobilier, un deuxième t'appelle et te dit tiens, il y a soit lui qui a descendu son prix, donc c'est cohérent avec la première propos que tu avais fait, soit un nouveau projet qui arrive sur le marché et que je t'appelle et comme ça tu l'as en off. Voilà. Parce que il faut savoir un truc, c'est que c'est tout dans l'intérêt de l'agent immobilier d'avoir son réseau proche. Comme ça lui évite de publier une annonce et d'être submergé d'appels. Parce que lui, il veut vendre vite. Voilà, lui, il veut vendre vite aux meilleures conditions. Donc, il veut vendre à des personnes où il est quasiment sûr, on va dire, on peut pas être sûr à 100%, mais quasiment sûr qu'il soit finançable. Donc, un réseau qu'il connaît, par exemple Fred, et il veut pas avoir 50 000 appels parce que c'est hyper désagréable d'avoir son téléphone qui sonne tous les jours. Donc, ce qu'il fait, c'est tout de suite, il rentre à l'immeuble, il se dit ah, ça c'est une pépite, ça va partir vite. Voilà, je l'envoie à mes 5, 10, 20 meilleurs clients ou prospects. Et après, peut-être, s'ils ne les veulent pas, je la mettrai en ligne. Mais pas. Enfin, très souvent, ça se passe comme ça. Et du coup, énormément d'annonces ne paraissent pas, enfin, énormément de biens ne paraissent même pas à la vente parce qu'ils sont achetés avant. C'est clair. Voilà. Donc, premier conseil, travailler son réseau. Deuxième conseil, c'est vraiment de travailler sa réactivité. Alors, de toute façon, quand tu es dans les immeubles de rapport, je pense autant. Il n'y a rien de plus vrai. On est dans les gens commencent à s'intéresser à ça. Voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé à ça. La réactivité, c'est indispensable pour être la personne. Alors, votre réseau, il est là encore. La réactivité, elle fait partie de ça, ce qu'on disait préalable. Mais la réactivité, c'est vous visiter, c'est prise de décision. Prise de décision. Moi, toutes les offres que je fais sont en sortant de l'immeuble. Ils ne sont pas 3 ans après, quoi. Voilà. Sinon, vous ne l'avez pas. Voilà, c'est réglé. Donc, moi, c'est ce que. Surtout quand c'est un prix qui est bon. Après, tu as le droit de négocier, mais pas souvent. Souvent, sur les immeubles de rapport, tu négocies un peu moins. Ouais, carrément. Mais voilà, la prise de décision doit être très. Dans votre tête, vous devez être prêt déjà. En fait, c'est ça. Il faut se préparer mentalement dès que vous allez visiter un bien immobilier. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir avec une offre
à remplir. Donc avec des pointillés où j'ai juste à marquer l'adresse, ou ça peut être pré-rempli, mais surtout au niveau du prix que vous pouvez pré-remplir. Pourquoi? Parce que comme tu as dit, l'idée c'est si vous êtes le premier à visiter et que c'est une pépite, il y en a peut-être 50 après vous qui vont visiter. Et du coup, dans la journée, il est parti. Donc si vous sortez et que c'est un bon prix et que tout de suite vous faites l'offre écrite et que vous la donnez à l'agent immobilier, parce que vous avez pris l'habitude d'être réactif, vous avez fait pas mal de visites, vous arrivez à analyser en sachant que, bon, au final, une offre, ça t'engage pas énormément. Donc tu prends pas trop de risques, tu peux toujours faire venir après un artisan, il peut estimer les travaux tant que tu n'as pas signé le compromis, et même après la signature du compromis, tu as encore 10 jours. Bon, il y a plein de... Voilà, vous prenez pas trop de risques. Tranquille. Mais c'est très important d'être très réactif, c'est de dire, ok, ça correspond. En fait, une visite immobilière, normalement, c'est juste une formalité, c'est juste pour s'assurer que c'est cohérent avec ce qui avait été annoncé et qu'il n'y a pas de surprise. Une toiture, un truc comme ça, par exemple, qui est pété, si c'était pas marqué, bon, vous pouvez le voir pendant une visite. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sa réactivité, parce que toi, tous les immeubles que tu as eu, c'est parce que tout de suite tu as dit, ok, j'achète au prix. On ne cherche pas à comprendre, c'est bon, on dès que bloque. c'est une pépite, tu achètes au prix. C'est clair. Super. Donc deuxième conseil, être vraiment réactif et essayez de travailler votre réactivité sur tous les domaines de votre vie, et vous allez voir, c'est comme la négociation, il faut essayer tout le temps au quotidien, et c'est assez intéressant et ça peut être assez amusant, et vous allez voir que c'est un réel bénéfice. C'est clair. Troisième conseil, c'est de faire des banquiers vos partenaires. Alors ça, c'est très important. Sans la banque, on ne fait rien. On est tous d'accord là-dessus. Sauf si on est Rothschild, mais voilà. En tout cas, l'idée, c'est de faire travailler nos amis banquiers. Et comme je disais au préalable, moi, j'ai travaillé qu'avec 2 banques. En fait. Donc pourquoi? Parce que on a créé un partenariat. Donc quand on dit partenariat, c'est savoir donner des choses. Ils vous prêtent de l'argent, prenez des assurances immeubles, prenez plein de choses, des livrets, enfin ouvrez des comptes pour vos enfants, etc. Tout ça, ça fait de votre banquier votre partenaire, qui ensuite va vous connaître, et en plus ça vous fera gagner du temps parce qu'il aura tous les dossiers derrière. Donc quand vous allez monter un nouveau prêt, il n'y aura pas besoin de faire 50 000 démarches, il vous connaîtra. Donc il y a plein, et en plus vous avez de la réactivité si vous devez faire une preuve à votre vendeur que vous avez potentiellement l'offre qui peut être bonne. Donc il y a plein d'intérêts à faire de votre banquier votre partenaire, et pour longtemps. Moi, quand je vais monter un prêt, j'y vais comme si j'y allais pour 10 prêts. Tu vois, je pense dans cet esprit-là. Ouais, complètement. Et c'est ça qui est important, c'est que le banquier, il va vous aider, et déjà pour l'élaboration du dossier, mais aussi pour potentiellement appuyer votre offre. Si demain vous faites une visite commune, ce qui arrive souvent, des fois il y a des portes ouvertes, si vous soumettez une offre, il y a une condition suspensive d'obtention de prêt, mais vous avez réussi à avoir une simulation pour à peu près ce montant-là par votre banquier, parce que voilà, votre banquier, vous jouez le jeu, vous avez pris toutes les assurances, lui est content, parce que ça lui a fait des points, il aura ses bons d'achat en fin d'année. Ben voilà, tout le monde est content. Et toi, tu peux arriver avec du coup ta simulation et dire, peut-être que j'ai un prêt, mais j'ai quand même une simulation en face. Bon, mon banquier m'a dit que sur le principe, ça marchait. Et ça, tout de suite, ça vous permet de vraiment devenir beaucoup plus pro en fait lorsque vous allez faire ça. Et un banquier aussi vous permettra de savoir, enfin là, grâce à tes banquiers, tu peux savoir si tu peux continuer ou pas à investir et combien. Et gagner beaucoup de temps. Donc c'est ça qui est important, vraiment le banquier, comme tu l'as dit, c'est une des étapes qui est clé, parce que sans ça, tout le reste, ça marche pas. Donc si vous n'avez pas le financement, vous n'avez pas le projet IMO. Donc voilà, c'était le 3e conseil. Yes, super. 4e conseil, c'est de déléguer, donc d'apprendre à déléguer et de vraiment essayer de déléguer un maximum pour pouvoir se consacrer du coup à la recherche d'un nouveau projet. C'est souvent le problème qu'on a dans l'investissement, enfin des investisseurs qui ont tendance à garder une partie pour eux. Tu vois, ils disent ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors, je dis pas, ça peut être de temps en temps. Je pense que pour les premiers biens, on l'a tous fait. Pourquoi pas? Le premier pour voir, je pense que c'est pas mal. Le premier pour voir, c'est pas fou. Mais il faut comprendre que ce que vous faites là, vous pouvez pas faire autre chose pendant que vous faites ça. Ça, c'est sûr. Et quand vous voulez enchaîner des immeubles de rapport, et moi, c'est ce que j'ai compris rapidement, par contre, c'est que j'ai toujours délégué depuis le début. Tu vois, en tout cas, très, très rapidement. Et là, ça m'a beaucoup aidé à enchaîner. Parce que pendant que tu fais, tu as l'esprit libre en fait, et tu fais des visites, du coup. Bah oui, bien sûr. Parce que quand tu fais des travaux, tu fais pas de visites, tu vois. C'est ça. Et donc, tu enchaînes pour enchaîner, déléguer, quand je vois des gens qui n'ont pas d'experts comptables, je sais pas comment ils font, quoi. Déléguer des experts comptables, déléguer vos travaux à des artisans, déléguer, je sais pas, à des auto-entrepreneurs, ça marche très bien, ça, pour monter vos meubles.
Il y a des trucs tout cons. Et tout ça va vous permettre de dégager vous le même et vous le payez, mais regardez combien ça vous coûte par rapport au temps quand vous y passez. En plus, moi je suis nul. Faut être clair. Donc, en plus, ça me passionne pas. Donc, tu vois, donc j'ai pas envie de le faire. Donc, pourquoi le faire, quoi, tu vois? Carrément. Et surtout que maintenant, l'avantage, c'est que dans l'immobilier, on peut tout déléguer. Si vous n'avez pas le temps de chercher et que vous n'avez pas les compétences, vous pouvez déléguer à une société de chasseurs. Si vous n'avez pas le temps de trouver un financement, il y a les courtiers qui peuvent être là. Les travaux, il y a des maîtres d'œuvre, il y a des courtiers, des architectes en travaux ou autres. Il y a la gestion, vous pouvez déléguer aussi. L'ameublement, Chabert Agencement, vous pouvez déléguer à 100%. Là, il n'y a aucune... Au hasard. Non, j'ai ça comme ça. C'est celui qui m'est venu, moi aussi. Non, mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que maintenant, l'avantage, c'est que toutes les étapes, en fait, peuvent être déléguées. Et si vraiment, vous n'avez pas du tout de temps, et du coup, c'est pas grave, vous pouvez quand même le déléguer. Après, vous allez peut-être perdre un petit peu en rentabilité, parce que du coup, qui dit délégation dit coût. Mais au moins, ça va vous permettre d'enchaîner rapidement. Si par exemple demain, là vous avez un bon travail, des gros revenus et vous avez envie de placer massivement votre argent et investir massivement, et du coup l'idée de tout déléguer, c'est que vous avez un travail qui est très prenant mais qui lui vous rapporte beaucoup d'argent, qui vous permet d'investir, vous faites des investissements 100% automatisés. Donc la délégation, même si on n'a pas forcément des gros revenus, c'est quand même important pour pouvoir déjà gagner, pas perdre trop d'énergie. Et puis fiscalement, quand même, c'est pas mal. Fiscalement, c'est intéressant, mais aussi il y a l'énergie, parce que le temps que tu passes là, tu es dégoûté, au bout d'un moment. Il y a beaucoup d'investisseurs qui arrêtent après un premier immeuble. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tout eux-mêmes. Ah oui, ils pètent un câble. Et surtout, si tu as fait un immeuble de 6, quand tu as tout fait toi-même, au bout d'un an et demi, croyez-moi, vous arrêtez. Ouais, c'est ça. C'est clair. Alors, 5e conseil qui est aussi très important, c'est l'optimisation bancaire et tout ce qu'on peut faire grâce à ces optimisations au niveau de la banque. Il est clair qu'aujourd'hui, on a des crédits, déjà des taux qui sont extrêmement bas. Donc, on se sert tous de l'effet de levier, souvent, surtout vu les taux. Mais il y a plein de petites choses. Donc, le différé, évidemment, en est un. C'est-à-dire que grâce à ça, vous pouvez enchaîner puisque vous allez cumuler la trésorerie qui vous permettra après de réinvestir sur un autre immeuble. Donc, pour enchaîner, si vous avez de la trésorerie, ça veut dire que vous pouvez présenter un peu d'apport pour le prochain projet. Et et puis ça peut vous sécuriser aussi sur votre bien. Donc il y a ce double intérêt. Donc voilà, l'optimisation bancaire, c'est toutes ces petites choses qui vont vous permettre de pouvoir enchaîner très vite. Et surtout par le cash, quoi. Ouais. En fait, voilà, un gros conseil aussi pour rebondir là-dessus, c'est de garder un maximum son cash en perso et de moins les injecter possible sur un projet. Pourquoi? Parce que si vous arrivez, vous avez, je dis une bêtise, 50 000 euros sur votre compte en banque, vous faites 2 projets à 25 000 euros chacun, le troisième, vous n'avez plus du tout d'argent de côté, et ça c'est problématique. Alors que si vous faites 2 fois du sans apport, vous avez 2 projets qui ou même 5 000 euros d'apport. Ou même 5 000, mais après vous avez toujours ce cash qui arrive. Et si entre temps vous faites aussi par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans de report de mensualité, vous pouvez aussi mettre pas mal de cash de côté, et ça c'est important. Après il faut faire aussi attention au niveau des reports de mensualité, de ne pas les laisser trop courir, surtout si vous voulez enchaîner rapidement, parce que les banques vont commencer à dire attendez, vous remboursez êtes encore en différé, voilà, vous amortissez pas encore, vous êtes en différé, on n'aime pas trop ça, donc arrêtez votre différé. Mais temporairement, ça peut être une stratégie qui peut vous permettre de vous ressourcer, de regagner pas mal d'argent. Donc l'optimisation bancaire, très importante. Yes. 6e conseil, c'est de faire un arbitrage sur son patrimoine, du coup. Ouais, il est hyper clair que lorsque vous commencez à avoir du volume, des fois vous pouvez être bloqué pour X raison. Du cash notamment. Du cash, voilà, vous n'avez pas assez de cash. Ou alors vous avez un immeuble, vous avez vu un immeuble de 30 lots, vous voyez en gros, 30 lots, et là vous ne pouvez pas parce que la banque vous demande un apport de 10%, je ne sais pas. Voilà. Arbitrer son patrimoine, c'est savoir vendre, et souvent le problème des investisseurs. On achète, on accumule là, tu vois, mais à un moment il va falloir que si vous voulez aller accélérer et enchaîner, il va falloir lâcher. Et ça, c'est dur pour les investisseurs. C'est ça, exactement. C'est reculer d'un pas pour avancer encore beaucoup plus. Mais ça, c'est hyper intéressant et je pense que stratégiquement, tout le monde, enfin tout investisseur, tout grand investisseur doit passer par là. C'est tôt ou tard, il va falloir arbitrer. Alors ça peut être par exemple un bien qui a une plus-value latente qui est énorme. Ça peut être un bien qui, à l'inverse, est un peu le point noir de votre patrimoine. Voilà, c'est un peu le caillou dans la chaussure de votre patrimoine. Ou ça peut être un bien qui, vous savez que ça peut se vendre très rapidement parce que du coup, comme tu dis, là vous allez enclencher un nouveau projet et vous avez besoin de fonds assez rapidement. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous d'arbitrer cette décision d'arbitrage. Mais l'arbitrage, selon moi, c'est comme tu disais, c'est très important. Garder pour garder, c'est pas forcément la meilleure solution, surtout si vous souhaitez investir beaucoup plus rapidement. Et puis des fois, il faut séparer d'un immeuble de 5 pour en avoir une 30, quoi.
Exact. Et après, voilà, tu n'es plus dans la même logique, t'es plus dans... C'est pas grave, le conseil qu'on pourrait donner, c'est ça, c'est quand vous achetez des immeubles, vous les achetez pour, bien sûr ils sont à vous, mais vous achetez presque, pensez déjà à la revente. Voilà. Ouais, complètement. Et ça vous aidera, moi ça m'a beaucoup aidé ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Donc 7e conseil, acheter, louer pour c'est ça. Enchaîner beaucoup plus rapidement, donc ça c'est une possibilité aussi. C'est une stratégie qui peut arriver, moi ça m'est arrivé, donc tu achètes un immeuble loué. Pourquoi? C'est parce que ça va aller beaucoup plus vite, tu auras déjà du loyer pour le coup, donc tu n'auras pas besoin de trouver ton locataire. Ça peut avoir d'autres inconvénients, mais en tout cas ça a de l'avantage. Oui, c'est ça. Ça, certains inconvénients. Mais ça a aussi des avantages, et notamment, et ta banque va être contente parce qu'elle va avoir du loué. Donc déjà au niveau du financement, ça va être beaucoup plus simple parce que vous avez, là, comme on avait dit précédemment dans d'autres vidéos, c'est que vous achetez un business en place, un business qui tourne. Il y a des rentrées, il y a des sorties. Si les rentrées sont plus élevées que les sorties, et ben, du coup vous êtes bénéficiaire. Et là la banque elle apprécie, elle se dit ok, il y a 5 locataires en place. Voilà, il y a très peu de risques. Donc, au niveau de la banque, c'est très rapide. Au niveau des travaux, s'il n'y a pas de travaux à faire, tout de suite, il y a des locataires qui sont en place. Et dès le jour où vous signez chez l'acte authentique, et du coup, vous avez les loyers qui rentrent. Et ça, c'est facile parce que le lendemain, vous pouvez retourner voir la banque et dire ça tourne. Regarde, là, je suis en bénéfice déjà tous les mois. Et maintenant, je suis tranquille. Donc, ça, c'est aussi une stratégie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas forcément d'acheter loué. Ça dépend, on va dire, les opportunités. C'est comme ça. Ça dépend du prix. Ça dépend du prix, ça dépend de beaucoup de choses. C'est vraiment au cas par cas. Il peut y avoir des projets loués qui sont hyper intéressants et des projets non loués qui ne le sont pas. C'est évident. Mais au niveau de cette stratégie d'aller vite, je pense que de temps en temps, acheter loué, c'est quelque chose qui est très fluide. Moi, j'en ai acheté un loué, c'est la seule fois et ça a été hyper fluide. Voilà, c'est ça. Tu es dans le différé et tu as déjà du loyer qui tombe. Si tu as pris une différé en plus, c'est génial. Ça, c'est vrai que c'est top. Ouais. Et là, pendant cette démarche, vous pouvez déjà commencer à faire d'autres démarches aussi, puisque vous savez que vous n'arrivez pas à avoir de travaux à gérer ou très peu de travaux à gérer. C'est ça. Qu'au niveau de la banque, une fois que vous avez votre validation, c'est bon. Bon, après, vous êtes vraiment tranquille. Donc, l'acheter loué, c'est une bonne stratégie pour enchaîner. 8e conseil, c'est de ne pas forcément partir sur des travaux qui sont vraiment trop gros. Ouais, alors c'est vrai qu'on est toujours un peu partisan de faire des travaux. Bien sûr. On a de l'amortissement, on parle un peu fiscalité, etc. Mais après, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Des fois, il y a des immeubles où tu peux viser un mix, un peu de travaux, tu sais qu'il y a un potentiel aussi de plus-value qui va arriver. Ouais. Donc, tu vois, donc c'est peut-être pas la peine de s'emballer à chercher des immeubles où il faut tout péter, quoi. C'est ça. Donc, pour enchaîner, c'est vrai que plus tu fais de travaux, a priori, alors il faut toujours déléguer évidemment, mais même en déléguant, de toute façon, il y a un moment qu'il faut que les travaux soient réalisés pour louer, quoi. Ouais, complètement. Donc c'est important quand même voilà, je pense que c'est important pour aller vite, c'est vraiment pas mal d'avoir des choses un peu louées. Ouais, parce que moi, typiquement, je connais une personne qui est partie sur un immeuble, il en a eu pour 2 ans de travaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la structure à réhabiliter. C'était vraiment quelque chose de très lourd, avec des permis, avec des autorisations, avec même techniquement, c'était très compliqué, donc il fallait faire venir des architectes structure et ainsi de suite. Finalement, il a mis 2 ans pour faire un seul projet, donc peut-être qu'il était rentable, mais regardez Fred, en 2 ans, tu as fait je sais pas combien de projets, même si tu n'as pas fait les projets peut-être les plus rentables du monde, c'est clair. Tu allais vite, quoi. Et du coup, ça t'a permis d'enchaîner rapidement. Donc, vraiment essayer de jauger sur ça. Des fois, tu as eu des projets qui ont eu quasi pas de travaux. Des fois, il y a eu 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais voilà, après, je pense que si on a envie d'enchaîner rapidement les immeubles de rapport, ça sert à rien de partir sur des travaux qui sont beaucoup trop trop durs. Plus c'est gros, plus c'est risqué. Exactement, oui, en plus. C'est risqué au niveau du chiffrage, c'est risqué au niveau des risques de qualité, de tout ça. Donc, voilà, si vous voulez enchaîner, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, cette notion de travaux, et de ne pas essayer de chercher un truc qui est vraiment tout pourri, qui a pris feu, qui a pris l'eau, qui a pris je sais pas quoi, et partir sur quelque chose qui peut-être est beaucoup plus... On peut mixer les stratégies. Rapidement, voilà. Il ne faut pas s'arrêter sur un concept, quoi. Exactement, tout à fait. 9e conseil, c'est de s'associer du coup pour aller beaucoup plus vite. Parce que comme tu as pu le voir, quand on arrive à certains moments où on sent que on voit la courbe d'investissement qui est exponentielle, au bout d'un moment, ça commence à stagner, voire régresser. Le fait de s'associer, ça peut te faire pas accélérer. Il y a plein de bonnes raisons de s'associer. La première, c'est que souvent, des fois, tu es bloqué bancairement. Moi, ça m'est arrivé sur un projet. Pour enchaîner et pour aller plus vite, tu t'associes. Tu vois que ça bloque tout seul, on enchaîne, quoi. On trouve une autre solution. Donc, s'associer, c'est très bien. Il faut... cette association, ça vous fait gagner du temps. Ouais. Parce que alors, il faut s'associer aux bonnes personnes, bien d'accord. Mais avec des gens avec qui on a quand même peut-être une affinité ou quelque chose comme ça. On connaît un minimum. Peut-être des compétences différentes d'ailleurs. C'est plutôt intéressant aussi souvent. Mais ça peut vous faire gagner du temps dans les travaux. Si vous êtes quelqu'un qui est spécialiste des travaux et que vous êtes plutôt spécialiste de la déco, on peut peut-être trouver une passerelle, quoi. Et
En plus, ça mutualise comment dire, vos revenus à chacun et vos investissements à chacun. Donc, on peut trouver des passerelles qui font que tous les deux séparés, vous n'avez pas le prêt et ensemble, ça match. Ouais, complètement. Voilà. Donc, l'association, pour moi, de toute façon, tous les investisseurs y viennent. Voilà, pour être simple. Après, c'est juste une question de quand. Ouais, c'est clair. Après, c'est comme tout. La dernière fois, je discutais aussi avec un gars. Il fait beaucoup d'investissements, donc lui, c'est un peu plus haut. Mais en gros, lui, il a un associé qui fait que de la chasse, donc il trouve les biens. Il a un associé qui fait que les travaux, enfin cette partie travaux, tout ça. Et l'autre, il va faire tout ce qui est partie gestion et financement. Voilà. Et là, l'avantage d'avoir des associés, c'est que il y en a un. Enfin toute l'année, il chasse. Donc il a constamment des nouvelles pépites qui arrivent. Il en a un qui est passionné de travaux, donc qui tout le temps. Et ça va vous permettre de, au lieu de vous remettre à chaque fois dans tous les domaines, quoi. Ouais, voilà, dans un domaine différent à chaque fois, tous les mois, toutes les semaines, et ainsi de suite. Ben voilà, c'est un peu à la chaîne. Et du coup, c'est toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Toi t'es bon là-dedans, toi t'aimes ça. Et ben ok, tu fais ça, moi je fais ça, je fais ça. Donc comme tu disais, c'est bien quand on s'associe. Pas de trouver deux personnes qui sont 100% travaux, mais trouver une personne qui est travaux, une personne qui est montage de dossier, une personne qui est chasse par exemple, ou autre. Mais vraiment l'association, je pense que c'est. Moi, mon associée était directrice de banque. Voilà, donc ça aide directrice de banque, même si elle n'est pas financée dans sa banque, elle a vraiment cette expertise de comment monter un dossier, le vendre, et ainsi de suite. C'est ce qu'il faut dire, quoi. Ouais. Donc l'association, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui peut vous permettre d'accélérer très fort. Ouais, d'enchaîner. Et 10e conseil, c'est de surtout pas se planter, se louper. Ça, c'est hyper important. Conseil, ouais, non, franchement, ouais, mais c'est vraiment un des conseils. Bah, c'est simple, hein, si vous arrivez à enchaîner 1, 2, 3 bons immeubles et que le 3e, 4e, 5e, c'est vraiment vous loupez, et bah là, du coup, c'est problématique. Bon. Ou même si vous loupez dès le début, et bah là, vous ne pourrez pas enchaîner du tout, vous ne pourrez même pas rattaquer un deuxième. Donc vraiment, l'idée de ne pas se louper, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est évident, c'est-à-dire que c'est ce qu'on dit, être structuré, pas perdre être toujours structuré dans ce qu'on achète, toujours partir un peu à la base. Alors après, avec l'expérience, c'est vrai que ça va plus vite, ça c'est vrai. Mais c'est surtout les premiers qui sont toujours un peu limite, les 2, 1, 2, 3 là, parce que voilà, si tu viens, ça peut durer longtemps, quoi. Ouais, complètement. Et encore, bon, si vous suivez nos formations, c'est immeuble de rapport, donc on est déjà dans une optique où on vise un peu gros, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, tu peux te tromper, même avec un seul appartement, te bloquer complètement. Ouais, complètement. Donc c'est difficile. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous former par rapport à ça. Ouais. D'ailleurs, on a une formation qui est complètement offerte en description. On a aussi Immeuble de rapport expert, qui a un club privé qui va vous permettre, par le biais d'une formation et d'un groupe privé Facebook et de rencontres physiques, d'investir dans les immeubles de rapport et surtout de ne pas vous planter. Et comme ça vous permettra d'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 10 et partir vivre au soleil. Ou au ski. Ou au ski. Bon, c'est un peu moins sexy. Yes. Voilà du coup pour ce qui était de ces 10 conseils. Donc vraiment des conseils qui sont intéressants. Voilà, c'est ça. Si on a vraiment envie d'enchaîner rapidement les investissements, bah c'est ça. Et c'est relativement similaire, on va dire, à de l'immobilier standard, on va dire, pour des appartements, des maisons, des choses comme ça. C'est juste que là, vu que les lots sont, enfin, c'est des projets qui sont beaucoup plus gros, bah, du coup, les risques, on va dire que l'intensité est plus grosse. Voilà, dans les deux sens. Dans les deux sens, voilà. Tu gagnes beaucoup plus, mais tu peux perdre beaucoup plus, donc il faut faire très attention. Exactement, donc c'est pour ça. Voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter si vous auriez un 11e conseil à nous partager pour vraiment enchaîner, quel est le conseil que vous mettez en place, quel est le conseil que vous avez préféré aussi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à regarder dans la description, formation offerte et formation et club privé, immeuble de rapport expert. Et dans tous les cas, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.